Il est 23h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à l'œil de l'actualité ce soir. Le Premier ministre Patrick Hachi, aux côtés du ministre directeur de cabinet du président de la République Fidel Sarrasoro, a offert 6 ambulances médicalisées aux populations de la région du Poro. Le chef du gouvernement a procédé également à l'inauguration de la cour d'appel de Korogo. Avec cette énième cour d'appel, la Côte d'Ivoire compte désormais 4 cours d'appel. L'heure est au bilan du côté du CPC, le centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Ce qu'il convient de retenir, c'est que le volume de mobilisation financière est en croissance continue. 789 milliards d'investissements privés ont été captés de janvier à novembre 2022. Des détails dans un instant avec Lancine Bakayoko, notre reporter. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, est en mission en France où il participe aux premières journées de l'étudiant ivoirien, journée organisée en vue de rechercher des solutions aux problématiques liées aux conditions de séjour des apprenants ivoiriens en formation hors du pays. On en parle dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Du matériel biomédical d'une valeur de 100 millions de francs CFA vient d'être mis aux structures sanitaires de 4 régions du Poro. Un don de Fidel Sarrasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République Alassane Ouattara. À présent dans la région du Poro, le chef du gouvernement Patrick Hachi s'est saisi de l'occasion pour offrir 6 ambulances médicalisées aux populations. Des dons qui vont assurément soulager les structures sanitaires de cette région du pays. Des dons qui sont en accord avec les dynamiques de la Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République Alassane Ouattara. Mamadou Kouassi. Des lits d'hospitalisation et d'accouchement, des équipements pour blocs opératoires, des fauteuils dentaires, du consommable informatique, bref, une longue liste de matériel biomédical pour les structures sanitaires de la région du Poro. La valeur de ces dons offerts gracieusement par Fidel Sarrasoro, ministre directeur du cabinet du président de la République Alassane Ouattara, par ailleurs fils de la région, est de plus de 100 millions de francs CFA. Une action sociale qui bénéficie du soutien d'une ONG américaine. Ça concourt non seulement au bien-être de la population, ça concourt au renforcement des ressources humaines, parce que comme vous le savez, la qualité des ressources humaines est le socle sur lequel se base tout développement. Donc une population en bonne santé, une population bien formée, c'est le gage, la réussite du développement. Et donc en cela, du fait que le président de la République a mis l'accent sur la santé et sur l'éducation, dans la région du Poro, nous sommes extrêmement satisfaits et les populations nous en sommes reconnaissants. Les départements de Korogo, de Sinématiali, de Dikodougou et de Bengué sont les bénéficiaires de ce don. Don renforcé par une remise de 6 ambulances médicalisées offertes par le Premier ministre Patrick Hachi pour les 5 districts sanitaires de la région. Moment choisi par le ministre Pierre Demba d'inviter ses collaborateurs au bon usage de ces matériels mis à leur disposition et à une fréquentation assidue des femmes au centre de santé. Je compte sur votre professionnalisme habituel et votre engagement, vous qui êtes le maillon indispensable pour rendre le système de santé performant et résilient. Je voudrais donc demander à la population et particulièrement aux femmes de continuer à fréquenter les centres de santé pour le suivi de leurs accouchements et la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, dont la gratuité est toujours en vigueur dans notre pays. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour inviter toutes les populations de la région du Poro à se faire enrôler afin de bénéficier des prestations de soins de santé à moindre coût grâce à la couverture maladie universelle. Chers parents, vous devez vous faire enrôler pour ceux qui ne le sont pas encore et être à jour des cotisations pour ceux qui ne le sont pas déjà. Présentez vos cartes de CMU aux agents de santé partout pour vérifier sa validité. N'attendez pas d'être malade pour le faire. Vous devez profiter des bienfaits que vous procure quotidiennement la politique de santé de son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara. Le Premier ministre félicite le ministre directeur du cabinet Fidel Sarrasoro pour cette action sociale à l'endroit des populations. Patrick Hachi rassure la population de l'engagement du président de la République Alassane Ouattara à leur offrir un mieux-être. C'est une façon pour nous, devant ses parents, de lui dire « Fidèle, merci ». Merci que cette générosité dont tu nous fais profiter chaque jour dans le cadre des missions qui te sont confiées par le président, que cette générosité-là, aujourd'hui, tu en fasses également profiter tes populations, tes parents. Merci, continue. C'est la bonne route. C'est la bonne route. Et merci également donc pour le président, parce que ce faisant,
quand tu poses des actes de cette nature, puisqu'on juge les grands par les gens qui sont autour d'eux, on sait que le président est bien entouré. Et ça honore également le président. Merci beaucoup aux femmes. Merci beaucoup aux jeunes. Chaque jour, votre santé, votre éducation, votre nourriture, vos emplois, c'est le souci quotidien du président de la République. Et nous, les membres du gouvernement que nous sommes, moi y compris, c'est de respecter ces instructions-là et de faire en sorte que les populations soient fières de lui et de l'avoir pour guide pour le pays. Ces dons en matériel biomédical et en ambulance constituent la première phase d'une série de dons pour le district autonome des Savanes. Les populations toutes heureuses ont exprimé leur joie à travers des danses et des dons. Et on reste dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'inauguration de la cour d'appel de Korogo. Au cours de cette cérémonie, il a salué la coopération ivoiro-française qui a favorisé la construction de cette infrastructure qui a coûté plus de 4 milliards de francs CFA. Des projets qui s'inscrivent dans la politique de restructuration de l'appareil judiciaire mise en œuvre par le président de la République Alassane Ouattara depuis 2011. Avec l'inauguration de la cour d'appel de Korogo, la Côte d'Ivoire compte désormais 4 cours d'appel. Mamadou Kouassi. Le pouvoir judiciaire ivoirien poursuit sa restructuration et se modernise davantage. Les districts autonomes des Savanés du Denguélé disposent désormais de leur cour d'appel. Une infrastructure judiciaire qui vient soulager la population de ces régions qui se rendaient par le passé à Bouaké. Avant, le Odineka partait jusqu'à Bouaké. Il se trouve que c'est maintenant nous allons nous limiter à Korogo. Je pense que la cour d'appel de Korogo est la bienvenue parce que ça nous rend le trajet plus facile. C'est tout. Vraiment quitter là-bas, aller jusqu'à Bouaké, ça nous causait trop d'épines. Il y avait problème de logement, problème de famille là-bas. Bon, sans compter les frais annexes, le transport nous revenait très cher. Du coup, on abandonnait nos dossiers à la cour d'appel de Bouaké. Aujourd'hui, rapprocher la justice du justiciable, vraiment, ça nous fait énormément plaisir. Cette cour d'appel bâtie dans la ville de Korogo est le fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire à travers le contrat de désendettement et de développement dans son volet justice. Cette nouvelle page d'un partenariat déjà fructueux devrait notamment permettre de contribuer au projet de cité de la justice commerciale et devrait ainsi en faveur de l'amélioration du climat des affaires, mais aussi de poursuivre la modernisation des juridictions avec la construction d'une nouvelle cour d'appel à Bouaké. Des actions dédiées devraient également contribuer au renforcement de l'assistance judiciaire et à l'amélioration des conditions de vie et de réinsertion des détenus. La construction de cette cour d'appel fait partie des projets d'amélioration des conditions de travail des agents du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. La cour d'appel de Korogo est la 4e du genre, après celle de Bouaké, de Daloa et d'Abidjan. Il y a quelques mois, à Yamoussoukro, la justice ivoirienne était fière de recevoir les nouveaux locaux de l'INFEJ. Aujourd'hui, l'inauguration de la cour d'appel de Korogo constitue une nouvelle étape dans la mise en œuvre du programme de rénovation et de construction d'infrastructures judiciaires, programme destiné à améliorer l'accès des usagers au service de la justice. Ce programme, conduit depuis une dizaine d'années par le gouvernement ivoirien, a pour objectif de permettre au système judiciaire de répondre avec efficacité aux défis du développement de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, Patrick Achi, se réjouit de la réalisation d'un projet vieux de 23 ans et cher à Feu Amadou Koulibaly, ancien Premier ministre et fils de Korogo. La construction de la cour d'appel de Korogo s'inscrit dans la dynamique du président de la République Alassane Ouattara d'assurer une justice équitable à tous les Ivoiriens. Avec exigence et impartialité, cette cour d'appel, désormais si proche de vous, chère population, réduira le délai de traitement de vos procédures. Cela constitue, sans aucun doute possible, une avancée majeure dans l'organisation judiciaire de notre pays. Le renforcement du triptyque sécurité, justice, paix et la garantie des droits et des libertés fondamentales de chaque citoyen auquel le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, prête oreille et attention quotidienne et constante.
Mesdames et messieurs les hauts magistrats, cette institution qui abritera plusieurs dizaines de personnels et magistrats sera une pierre angulaire de la République, comme du bien-être de nos populations dans le Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Je sais pouvoir compter sur vous toutes et tous, acteurs de l'institution judiciaire ici nommée, pour la faire vivre avec efficacité, célérité et dignité, pour atteindre les résultats escomptés par le chef de l'État comme par l'ensemble de nos concitoyens en matière d'équité, de transparence et de gouvernance. Plus de 56 milliards de francs CFA ont été déjà investis dans le système judiciaire ivoirien pour le rendre plus dynamique et performant. D'autres projets viendront renforcer ces acquis. Nous sommes en train de réaliser et finaliser la Cour d'appel de Daloa, le Centre de formation continue d'Abidjan, le Centre d'observation des mineurs de Midjaville, le tribunal de première instance de Bingerville, la maison d'arrêt et de correction de Guiglo, les infirmeries des prisons de Daloa, d'Oumé, de Mayakro, d'Abidjan et de Bouna. Plus que jamais, en renforçant ainsi la justice de notre République, nous menons le combat de la garantie des libertés publiques et individuelles, le combat de la protection des citoyens et des acteurs économiques, notamment ceux qui sont en position de faiblesse. Car oui, la justice de la République, c'est d'abord et avant tout le droit du plus faible. Et c'est pour cela qu'il est essentiel de lui donner toutes les armes de sa noble mission. La Cour d'appel de Korogo dispose de 89 fonctionnaires, dont 33 magistrats. Elle est bâtie sur une superficie de 5 hectares. Sa réalisation a duré 32 mois et a coûté plus de 4 milliards de francs CFA. Ici, à Abidjan, 3 projets de loi ont été adoptés en commission par les députés à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Justice, Samson Kambilé, était face aux députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles pour justement défendre ces projets de loi. Il s'agit du projet de loi relatif aux mineurs protégés par la loi qui vise à protéger les personnes dont les facultés mentales et corporelles sont altérées par une maladie. Le projet de loi relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et le projet de loi relatif à l'intervention des juridictions nationale en matière de médiation. Konaté Moussa. Le majeur protégé sont les personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge. Ces personnes doivent donc être protégées par la loi. Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles viennent d'adopter le projet de loi relatif aux majeurs protégés par la loi. Le projet de loi détermine beaucoup plus clairement le contour de la notion de majeur protégé par la loi. Ainsi, le majeur a besoin de protection lorsqu'il est dans l'une des situations suivantes. Impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, de son infirmité, de son affaiblissement dû à l'âge ou au retard anormal de son développement. Exposition à tomber dans le dénuement ou compromission de l'exécution de ses obligations familiales par sa prodigalité ou son intempérance. 2 autres textes présentés par le garde des Sceaux également adoptés. Il s'agit du projet de loi relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et le projet de loi relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation. Des textes qui visent à mettre les juridictions nationales en conformité avec les normes de l'OHADA. Et dans le fil de l'actualité à Dakar, au Sénégal, ce vendredi, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, a été installé lors d'une cérémonie officielle en présence de plusieurs personnalités de l'espace UEMOA, une douzaine de gouverneurs de banques centrales du monde, ainsi que du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaouele. Le nouveau gouverneur de la BCEAO s'est engagé à poursuivre la mission du maintien de la stabilité monétaire et d'accompagnement du développement économique de la sous-région ouest-africaine. Pour y arriver, il compte entre autres sur l'esprit de solidarité des États membres. Le compte-rendu complet de nos envoyés spéciaux, Adama Koné et Ulrika Dangon, dans nos prochaines éditions. Et nous le disions dans les titres, l'heure est au bilan du côté du CPC. Le CPC, c'est le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. L'on retient surtout de ce bilan que le volume des mobilisations financières est en croissance continue. De janvier à novembre 2022, ce sont 789 milliards d'investissements privés qui ont été captés. Plus de détails avec Lancine Bakayoko.
Selon la directrice générale du Centre de promotion des investissements CEPICI, Solange Amichia, la Côte d'Ivoire a réussi à faire de la difficile situation économique mondiale une opportunité en se positionnant comme une destination privilégiée pour les investissements directs étrangers. Déjà à fin novembre, on est déjà à 789 milliards d'investissements agréés qu'on a mobilisés. Dans les prochains comités d'agrément, on va arriver entre 850 et 900 milliards. C'est un chiffre que le CEPICI n'a jamais fait. Les domaines d'activité prisés par les investisseurs sont entre autres l'entreposage, le transport, l'agro-industrie, les TIC, les industries métallurgiques et cosmétiques ou encore le pétrole, l'énergie et le plastique. Ces performances ont été impulsées par le guichet unique des formalités d'entreprise grâce à l'environnement des affaires en constante amélioration avec les réformes liées à la dématérialisation. Cet objectif est vraiment de renforcer la compétitivité du secteur privé, d'améliorer l'attractivité du pays, renforcer la notoriété internationale du pays au niveau des indices internationaux. C'est la visibilité aussi de la Côte d'Ivoire dans la scène internationale. Résultat de ces réformes, la création de plus de 20 000 entreprises en 2022 avec un délai moyen inférieur à 3 jours. La vision est de faire du CEPICI un prestataire de services de référence, un think tank pour le secteur privé, les administrations et les collectivités territoriales en vue de la création d'emplois durables. Pour accélérer ce processus, le nouveau Code des investissements devrait subir une révision en 2023. Et troisième titre de ce journal, Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est en mission en France, où il participe aux premières journées de l'étudiant ivoirien dans ce pays. Cette journée organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France vise à plancher et trouver des solutions aux problématiques liées aux conditions de séjour des apprenants ivoiriens en formation hors du pays. Sans tabou, Adama Diawara a évoqué les mesures engagées par le gouvernement pour faciliter justement le paiement des bourses et l'insertion socio-professionnelle des diplômés ivoiriens formés à l'étranger. Mama Traoré, Zakaria Traoré. 3e arrondissement de Paris, à l'amphithéâtre Paul Painlevé du Conservatoire national des arts et métiers, Adama Diawara a rendez-vous avec des jeunes Ivoiriens étudiants en France. Dans l'Hexagone, ils sont environ 10 000 apprenants, Ivoiriens, boursiers ou non. Quand tu viens d'arriver, le système éducatif, ici, il est différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez nous. Et donc, il faut s'approcher des anciens, des devanciers et tout, pour savoir comment les choses se passent et comment eux, ils ont réussi à surmonter les difficultés. L'insertion professionnelle post-études concernant les jeunes de la diaspora ivoirienne vivant en France. Qui dit financier dit aussi créer des emplois. Et qui dit créer des emplois dit aussi créer des valeurs. Souvent, tu renouvelles ton titre de séjour et il se trouve que 6 mois après, 1 an après, tu n'as pas encore de réponse concernant le renouvellement du titre de séjour. Pourtant, c'est l'année qui avance et ça peut causer vraiment d'énormes problèmes. Lorsqu'on perçoit la bourse dans les délais qui ne sont pas appropriés, on a des pénalités avec l'école qui nous mettent souvent la pression de payer la scolarité. Pour traiter de l'ensemble de ces questions, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France organise les premières journées de l'étudiant ivoirien en France avec le soutien du ministère ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans un contexte de survie généralisée, à laquelle se sont ajoutées les conséquences socio-économiques de la guerre en Ukraine, il est devenu de plus en plus difficile pour nos étudiants, qu'ils soient boursiers ou non, de poursuivre sereinement leurs études en France. Ces journées sont faites pour leur meilleure prise en compte par les autorités de l'État de Côte d'Ivoire et leur meilleur suivi par l'ambassade de leur pays en France. Sur la question particulière de l'octroi des bourses, Adama Diawara annonce que le gouvernement envisage de régulariser les paiements en plus des efforts déjà fournis. D'autres mesures sont prévues pour faciliter les séjours d'études des étudiants ivoiriens à l'étranger. Alors, pour résoudre ces problèmes-là de façon durable, on a 2 décrets qui ont été élaborés, qui sont sur ma table. Je n'ai pas encore transmis parce que je suis en train de regarder à nouveau. Alors, le premier, lui, va permettre d'augmenter sensiblement les taux de bourse. Il n'est plus question de donner de la bourse pour aller faire, par exemple, un bachelor ou que c'est. Vraiment, il va falloir être très clair dessus. Et deuxièmement, qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Parce que si ça existe en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas la peine.
Parce qu'on préfère que vous fassiez en Côte d'Ivoire, c'est moins cher pour l'État que de vous amener, par exemple, en France pour faire quelque chose qui existe déjà en Côte d'Ivoire. Et troisièmement, qui présente un intérêt pour le pays. Au sujet de l'insertion socio-professionnelle, Adama Diawara suggère aux étudiants quelques pistes, telles que intégrer la fonction publique après concours, postuler aux offres de l'agence emploi jeune, se reconvertir ou entreprendre. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 25 novembre à 2022 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 322 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs, 4 guéris et 0 décès. À la date du 25 novembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 885 cas confirmés, dont 87 042 personnes guéries, 830 décès et 13 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 652 549 le 24 novembre 2022. 11 838 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 21 803 540 doses du 1er mars 2021 au 24 novembre 2022. Tout autre chose à présent, une délégation du PPACI, Parti des peuples de Côte d'Ivoire, a été reçue par Ibrahim Koulibaly Kuibiar, président de la commission électorale indépendante, la CEI. La délégation du PPACI était conduite par son secrétaire général Damana Picasse au centre des échanges de l'opération de révision de la liste électorale qui a démarré depuis le 19 novembre dernier. Les deux ont assuré de la bonne tenue de la rencontre et ont convenu de poursuivre le dialogue en vue d'un processus électoral apaisé et transparent. La rencontre s'est tenue ce vendredi au siège de la CEI. Moussa Konaté. Échange entre des cadres du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire et le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuibiar. La délégation du PPACI, conduite par Damana Picasse, le secrétaire général du parti, est venue soumettre ses préoccupations dans le cadre de l'opération de révision de la liste électorale. Les préoccupations ont concerné les éléments à produire pour s'inscrire sur les listes électorales, notamment le certificat de nationalité. Et là-dessus, le président nous a donné une information importante, à savoir que les anciens certificats de nationalité sont valables pour le processus en cours, ce qui est très important. Et aussi, il a insisté pour nous rassurer sur le fait que des instructions ont été données dans les tribunaux afin que les certificats de nationalité spéciaux prévus à cet effet soient délivrés avec une certaine célérité. Voilà. Et nous avons aussi posé la question de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous avons discuté longuement de cette question. Je crois que les discussions se poursuivent, sont en cours. Et il nous a indiqué des voies à suivre, nous en avons pris acte. Les partis politiques sont les partenaires de la commission électorale indépendante parce que les partis politiques ont vocation à conquérir le pouvoir d'État à travers l'élection. Or, nous organisons les élections. Ce faisant, nous sommes des partenaires. En tout cas, nous avons échangé sur tous les éléments relatifs à la révision de la liste électorale et ça s'est très bien passé. Bon, voyez-vous, la confiance renaît au fur et à mesure. Nous ferons tout pour que nous méritons la confiance des partis politiques qui sont nos alliés. La CEI et le PPACI ont convenu de poursuivre le dialogue en vue d'aboutir à un processus électoral apaisé et transparent. Et 5 jours après l'ouverture des centres d'enrôlement, le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, a effectué une visite sur le terrain. Il a sillonné plusieurs centres, notamment ceux d'Adjamé, d'Atékoubé, de Cocody et de Bingerville. Cissé Bakongo est allé s'imprégner du niveau d'avancement de l'opération. Il a saisi l'occasion pour inviter les nouveaux majeurs à adhérer à cette opération. Reportage. Une semaine après le démarrage de l'opération de révision de la liste électorale, le secrétaire exécutif du RHDP visite des centres d'enrôlement. La tournée commence par le centre social de la petite enfance d'Adjamé, puis dans la commune d'Atékoubé. Ensuite, le cap est mis sur le lycée Sainte-Marie de Cocody. Selon le chef de ce centre, l'opération se déroule bien. L'opération se déroule dans de très bonnes conditions, vu que les requérants viennent, certains pour des informations, d'autres pour des nouveaux majeurs qui viennent pour la première fois se faire enrôler sur la liste électorale et certains qui viennent pour des situations de changement de lieu de vote. Autre étape de cette tournée, l'école régionale d'agriculture du Sud dans la commune de Bingerville. Ici, Cissé Bakongo s'imprègne du déroulement de l'opération. Je suis satisfait de la présence du personnel que nous avons déployé sur le terrain pour suivre l'opération de révision de la liste électorale.
à savoir nos responsables locaux que sont les départementaux, mais au-dessus d'eux ou à côté d'eux, les superviseurs, pour les aider à faire la sensibilisation sur le terrain, à faire en sorte que cette opération soit pour nous, au bout, un succès. Selon le secrétaire exécutif du RHDP, l'objectif pour le parti est d'atteindre 2,5 millions d'enrôlés à la fin de l'opération. L'enrôlement, c'est un acte citoyen. C'est le début de l'exercice du droit de vote. Voter, c'est participer au choix de ceux et celles qui vont présider à notre destinée. Nous ne devons pas laisser ce choix à d'autres personnes. Nous devons nous-mêmes le faire en conscience. Démarré le 19 novembre dernier, la révision de la liste électorale va prendre fin le 10 décembre prochain. Les nouveaux majeurs sont invités à se faire enrôler en vue de participer aux futures échéances électorales. Et toujours dans le cas de la révision de la liste électorale, le RHDP mobilise les membres du directoire du parti à la sensibilisation des populations afin que celles-ci s'inscrivent massivement sur la liste électorale. Bruno Nabagné-Koné dans la Bagoué. À cet effet, le superviseur général du RHDP de la Bagoué a échangé avec les leaders des structures spécialisées du RHDP. Bruno Nabagné-Koné leur a expliqué les enjeux de l'opération avant de le mettre en mission de mobilisation et de sensibilisation à l'enrôlement des militants. Charles Tatou. Opération de révision de la liste électorale. Le superviseur général du RHDP de la Bagoué en tournée d'information et de sensibilisation dans la région. Pour mieux véhiculer son message, en vue de la réussite de l'opération, dans la Bagoué, Bruno Koné emploie la stratégie de rencontre des leaders de base de sa formation politique. Il a échangé avec les secrétaires départementaux et les responsables des structures spécialisées du RHDP de la région. Bruno Koné a mis en mission les leaders locaux de son parti, non sans leur expliquer les enjeux de l'opération. Nous notons que sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a à peu près 7 millions et quelques d'électeurs, vous le savez. Il manque 5 200 000 électeurs à peu près. Sur ces 5 200 000, on estime qu'il y a à peu près 6% qui n'ont pas de papier. Ça veut dire en réalité qu'il y a 5 millions de personnes qui peuvent influencer le vote en 2025. Nous avons fait nos estimations en fonction des régions et en fonction des élections passées. Et nous avons fait une estimation de ce que nous pouvons capter comme électorat dans ces 5 millions. Donc, il ne faut pas penser que c'est une opération de plus. Ce n'est pas très grave si on n'arrive pas à enrôler tout le monde. Non, c'est une opération qui est très importante. Les leaders locaux du RHDP plus que galvanisés pour la réussite de l'opération. Nous sommes sur le terrain depuis le 20 et nous sommes là, nous allons partir autour du 1er décembre en espérant être approximativement à l'orée de nos objectifs départementaux. Il était question de voir qu'est-ce que nous avons déjà fait, le point de situation jusqu'à aujourd'hui, avec les différentes difficultés que nous rencontrons sur le terrain, afin de les solutionner. Le bilan de l'opération depuis le 19 novembre jusqu'à ce jour et l'éclairage sur les pièces administratives à fournir pour l'opération d'enrôlement ont marqué les échanges. Les cadres de la région du Tongpi se sont retrouvés ce vendredi dans le cadre d'une rencontre d'information, rencontre initiée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, en vue de préparer la visite de travail qu'effectuera le Premier ministre Patrick Achi dans cette région. Angela Diallo, Didier Nguessan. Dans les semaines à venir, le Premier ministre Patrick Achi sera dans la région du Tongpi. C'est au cours d'une rencontre avec les cadres de la région que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, a donné l'information. Les cadres de la région se sont réjouis de cette nouvelle et ont assuré qu'ils seront mobilisés pour l'accueil du chef du gouvernement. Nous avons convenu des principes, il a proposé le statut d'un comité d'organisation que nous avons appuyé et nous ferons en sorte de nous mobiliser pour réserver l'accueil qui convient au Premier ministre et profiter aussi pour saluer tout ce que le président de la République et le gouvernement ont fait de grand et de beau pour le Tongpi. J'ai pensé qu'il était important que nous tous, comme un seul homme, tous enfants du Tongpi, frères et sœurs du Tongpi, qu'on puisse se retrouver pour échanger sur les questions d'intérêt commun. Nous allons proposer à M. le Premier ministre qu'il nous rende une visite fraternelle dans le Tongpi. C'est l'objet essentiel de la rencontre d'aujourd'hui,
qui a été salué par l'ensemble des cadres du Tonki, sans aucune distinction. Et c'est ça qui caractérise le Tonki. La date précise de la visite sera rendue publique très prochainement. Et ce vendredi s'est ouvert dans la commune du Plateau le 11e congrès ordinaire de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Ce congrès qui va durer 2 jours verra là le renouvellement des instances dirigeantes de l'Union. Le reportage est signé Grace Cando. On se retrouve demain, si Dieu le veut. Dieu garde la Côte d'Ivoire.